Bonsoir, mesdames, messieurs, chers amis, mes chers frères et sœurs. Nous sommes ensemble ce soir pour un grand et beau sujet, la vie. Qu'est-ce que la vie? On se souvient de cette belle citation d'André Malraux. Une vie, la vie n'est rien du tout, mais rien ne vaut la vie. On se souvient de Beno Gross, qui nous a quittés il y a quelques mois et qui a fait ici même, en 2014, la présentation de son dernier livre, Choisir la vie. Que sa mémoire soit bénie, c'était un maître vénéré et l'ami de tous. Vous aurez remarqué que pour ce soir, il y a un certain ordre dans les conférences. Cet ordre, c'est celui que nous a révélé le Rambam, Maïmonide. Ce sont les 3 niveaux de l'être. Le Nefesh, qui représente la vie du corps, le Ruach, qui est la vie affective, et la Neshama, qui est la vie spirituelle. C'est pourquoi nous allons commencer dans l'ordre. Sur le programme, vous avez un très long minutage, 30 minutes, 45 minutes, mais les conférenciers sont prêts à raccourcir sensiblement pour pouvoir permettre des questions, mais surtout le débat, les échanges entre eux. Donc, Gilles, docteur Morali bien connu, le médecin commence, puisqu'on va commencer par le corps. Alors, je laisse la parole. Professeur Birman. Bonsoir à tous. D'abord, merci pour l'invitation. Merci à l'IFNAT, merci à vous tous d'être là. Effectivement, j'ai la lourde tâche de commencer ce débat, parce que c'est avant tout un débat et non pas une conférence frontale. Et donc, comme l'a dit l'IFNAT, il était absolument nécessaire que ce débat soit divisé en 3 strates, en 3 niveaux. Et en tant que médecin, je vais essayer de tenter avec vous une définition scientifique de la vie. Donc le premier niveau, le niveau du Nefesh, on va essayer de voir ce que la science a à nous dire sur la vie. Peut-on donner une définition scientifique de la vie? Alors, sachez que cette question-là taraude les scientifiques depuis longtemps. Ça a commencé en fait. D'abord, au niveau, je voudrais faire un rappel avant de me lancer directement dans le sujet de la définition scientifique et biologique de la vie, qui a commencé en fait au XVIIIe siècle avec des scientifiques comme Lamarck qui a inventé le mot biologie, ou comme Bichat qui était un vitaliste bien connu. Le problème de la vie commence déjà par une tentative d'étymologie de la vie. Comment est-ce que les Grecs et comment est-ce que les Hébreux aperçoivent et essayent de définir la vie? Eh bien, les Grecs ont 2 mots pour la vie. Le premier mot, c'est le mot zoos, Z-O-O-S, et le deuxième mot, c'est le mot bios, B-I-O-S. Les 2 mots sont différents puisque zoos va donner, donc c'est la définition brute de la vie, ça va donner après donc, ce qu'on appelle la zoologie, donc la science des animaux. Alors, donc c'est la première strate de la vie, alors que le mot bios va faire référence à une strate plus élevée, plus complexe de la vie, puisque Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, va donner 3 niveaux de la vie. Premier niveau, c'est ce qu'il va appeler le bios théoretikos, c'est-à-dire la vie contemplative du philosophe. Ensuite, Aristote va parler du bios apolostikos, qui est la vie de plaisir. Et le 3e niveau, qui est la vie politique, le bios politikos. Et à ces 3 niveaux-là, il va ajouter une strate qui est complètement différente, qui est la vie éternelle et noble, qui, elle, n'appartient qu'à Dieu. Donc, il va différencier d'un côté la vie naturelle et la reproduction qui est sous le signe de zoos, alors que la vie supérieure, dans ces 3 formes que nous venons de voir, est, elle, donc, définie par le bios.
Et il dit que la vie supérieure ne peut réussir que si se maintient le niveau de zoos dans le cercle domestique. Ça, c'est l'approche des Grecs au niveau étymologique concernant la vie. Le judaïsme et l'hébreu va avoir une approche différente, puisque au lieu de différencier la vie sous deux signes distincts, donc de zoos et de bios, va parler au contraire d'une vie double qui s'appelle chaim. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot pour parler de la vie en hébreu, c'est chaim et au pluriel. Alors ce pluriel renvoie à quoi ? Renvoie donc effectivement à la vie dans ce monde-ci et la vie dans le monde, non pas dans le olam haba, dans le monde à venir, mais comme disait Manitou, dans le monde qui vient. C'est-à-dire qu'on fait venir un monde meilleur dans ce monde-ci. Il doit y avoir conjonction, juxtaposition entre ces deux vies-là, dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Donc de là, on voit tout de suite que pour l'hébreu, la vie, c'est quoi ? C'est un projet optimiste qui commence dans ce monde-ci et qui continue dans le monde qui vient. Il n'y a pas à proprement parler de mort, mais il y a un passage dans une autre vie qui est le olam haba, qui est quelque chose donc, où la vie aura réussi et donc continuera au-delà de ce monde-ci. Donc ça c'est ce que dit l'hébreu concernant la vie. Maintenant, dans le monde moderne, on voit qu'il va y avoir danger à faire introduire le monde du zoos, donc de la vie naturelle, dans le monde politique. C'est ce que disait Hannah Arendt. Hannah Arendt, donc, qui attribuait la décadence politique du XXe siècle à la prééminence de la vie naturelle sur la vie sociale, c'est-à-dire du zoos sur le bios. Donc l'entrée du zoos dans la sphère du politique constitue pour Hannah Arendt l'événement de la modernité et signale une transformation radicale des catégories politico-philosophiques. À tel point que sur cette base-là, Michel Foucault, donc philosophe français que vous connaissez tous, donc va créer un terme qu'il va appeler le biopolitique. Et pour lui, le biopolitique, c'est le fait que la vie naturelle fait son apparition dans la vie politique. Et cette apparition augure un essai de dénaturation de la nature de l'homme, tentative propre à tous les systèmes totalitaires qui veulent un homme nouveau. Donc à partir du moment où on veut dire qu'on va changer la nature même de l'homme, eh bien on a affaire à quoi ? À un système totalitaire. Et ce système totalitaire s'appelle le système du biopolitique. Donc néologisme forgé par Michel Foucault. Donc toute cette introduction, pourquoi ? Pour dire qu'il nous faut éviter l'écueil d'une définition biologique scientifique de la vie qui soit isolée d'une définition psychologique et spirituelle. Si on a affaire à une approche purement scientifique de la vie, eh bien, on a tout simplement affaire à une tentative qui peut aboutir à un système totalitaire de l'homme, détaché entre d'un côté le système biologique et de l'autre côté un système psycho-spirituel. Donc d'où l'importance ce soir que nous soyons réunis tous les trois pour aborder donc la définition de la vie dans ces trois composantes, à savoir pour parler dans un bon français, Nefesh, Ruach, Neshama. Voilà, donc cette approche triple est absolument nécessaire pour éviter tout dérapage vers un système totalitaire. Alors maintenant, est-ce que je peux continuer ? Est-ce que je peux continuer à parler à essayer d'approcher la vie sous sa forme purement scientifique ? Alors, je vais le faire, tout en sachant qu'en fin de compte, ce que je ne fais n'est qu'une introduction à ce que vont dire après Laurence et Claude ce soir. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que la tentative véritablement scientifique de définition de la vie a commencé avec Schrödinger, Ernest Schrödinger, qui était un physicien qui a eu le prix Nobel en 1947 et qui, en 1946, a publié un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la vie ?» Et il essaye en tant que physicien de voir ce que peut être la vie. Et il s'aperçoit qu'en fin de compte, entre physique et biologie, entre physique et définition de la vie, il y a une sorte d'antagonisme fondamental, puisque tout système physique, d'accord, est régi
par la seconde loi de la thermodynamique, hein, qui dit en substance, qui a été apportée par Carnot en 1826, et qui dit que tout système tend vers quoi? Vers toujours plus d'entropie. L'entropie, c'est quoi? C'est le fait qu'un système, lorsque le système est fermé, eh bien, tend vers toujours plus de désordre. C'est une loi absolue. C'est une loi physique absolue, et il n'y a rien à faire contre. Alors maintenant, comment se fait-il que soit apparue la vie? Maintenant, l'origine de la vie, c'est encore un sujet extrêmement compliqué et où se débattent donc les biologistes, les physiciens, et on va pas entrer là-dessus parce qu'on finira pas, c'est pas possible. Je veux dire, il y a énormément de théories qui se contredisent les unes des autres. Mais pour reprendre l'interrogation de Schrödinger et je veux dire l'opposition entre d'un côté un système physique fermé, donc qui tend vers plus d'entropie et tous les systèmes dans lesquels la vie existe, on voit qu'il y a toujours plus de vie qui apparaît sur Terre. Hein. Donc, et la vie est devenue de plus en plus complexe. On sait que la vie est apparue il y a à peu près 4 milliards d'années, pour être précis 4 milliards et 100 millions d'années. Et donc, à l'époque, donc, il y avait peut-être une cellule qui est apparue, on ne sait pas très bien comment, à partir de certaines lagunes, etc. Bon, enfin, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on n'en sortirait pas. Et la vie est devenue de plus en plus complexe. Il y a donc quelques atomes qui sont apparus au début. Hein. On sait que c'est les atomes de carbone, d'hydrogène, etc. Et d'azote qui sont apparus au début. Et aujourd'hui, on sait qu'effectivement, les systèmes biologiques sont extrêmement complexes. Alors, comment est-ce que Schrödinger explique donc cette opposition entre système physique qui tend vers toujours plus d'entropie d'un côté et de l'autre côté système biologique qui tend vers toujours plus de complexification? Eh bien, tout simplement par le fait que les systèmes biologiques sont ce qu'on appelle des systèmes ouverts. C'est-à-dire, c'est quoi un système ouvert? C'est un système qui échange en permanence de la matière, de l'énergie et de l'information avec son environnement. Et à partir du moment où il y a échange entre un système biologique et son environnement, eh bien, ce système biologique va éliminer des déchets dans l'environnement. Et cette élimination va permettre, en fin de compte, d'évoluer vers ce qu'on appelle une négantropie, c'est-à-dire l'opposé de l'entropie, hein, et donc vers toujours plus de complexification. Et c'est ça qui va permettre l'apparition de la vie et l'évolution de la vie vers quelque chose qui est toujours, qui donne toujours plus de richesse qu'auparavant. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc voilà, ça c'est la première explication pour dire que la vie apparaît et que la vie devient de plus en plus complexe. Mais on n'est pas arrivé au bout de nos peines, parce que les systèmes biologiques non seulement sont des systèmes ouverts, mais sont des systèmes qui se reproduisent. Hein, puisque un système biologique, en fin de compte, est un système qui est programmé pour se reproduire. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à partir d'un système ouvert à un système reproductif? Eh bien, pour pouvoir se reproduire et ainsi assurer la survie et la multiplication de l'espèce, on voit qu'il existe une donnée extrêmement troublante, à savoir que tout dans l'univers est programmé pour faire apparaître la vie. C'est-à-dire, non seulement il y a ce qu'on appelle une négantropie, c'est-à-dire une opposition à la dégradation de ce système-là, mais au contraire, on voit qu'il y a une finalité, hein, et Jacques Monod appelait ça la téléonomie. Vous savez que Jacques Monod a été prix Nobel de biologie donc en 1970, et il était aussi un grand marxiste devant l'éternel. Et il voulait prouver qu'il n'y avait pas de finalité à la vie, au système biologique. Alors il a appelé son livre, hein, donc, que vous connaissez peut-être, Le hasard et la nécessité, hein, pour dire qu'en fin de compte, tout était produit du hasard et de la nécessité. Il reprenait en cela donc, une théorie développée déjà par Démocrite. Hein, c'est un philosophe grec qui a vécu au IVe siècle avant l'ère commune. Mais malheureusement, aujourd'hui, je veux dire, tous les systèmes, tout ce que la physique moderne a montré, c'est que, et surtout les mathématiques,
c'est qu'il existe ce qu'on appelle des constantes cosmologiques. De quoi s'agit-il? Il y a à peu près une quinzaine de constantes, comme par exemple la constante de la gravité, la constante de la densité, la constante de l'énergie qui existe dans le monde depuis le Big Bang, c'est-à-dire depuis la création du monde. Hein. Eh bien, on s'est aperçu que ces constantes-là étaient extrêmement précises et que si on les modifiait de serait-ce que 0,005%, eh bien, la vie n'aurait pas pu apparaître sur Terre. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire que si la gravité avait été 0,05% différente de ce qu'elle est, hein, et c'est une constante qui existe depuis la création du monde, eh bien, le monde n'aurait pas pu s'expandre. Hein, ou alors, où si elle avait été plus grande que ce qu'elle est, eh bien, il y aurait eu une expansion beaucoup trop grande, et à ce moment-là, il n'y aurait pas pu y avoir apparition donc, de la Terre et du Soleil dans une même galaxie. Donc nous voyons ici qu'il y a une précision mathématique extrêmement grande de ces constantes-là qui font que l'univers a pu apparaître. D'accord? Et il y a toute une série de constantes physiques qui nous démontrent que l'apparition de la vie était quelque chose de programmé. C'est extrêmement troublant. Quoi? Oui, je veux dire, pour un scientifique, c'est extrêmement troublant de voir que effectivement, les choses ne sont pas liées au hasard. Comment se fait-il? C'est Leibniz qui disait pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi? Je veux dire, quand on y pense, c'est extrêmement troublant. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a une constante de gravité qui fait qu'il y a une distance entre la Terre et le Soleil qui est exactement la distance nécessaire pour que la vie puisse apparaître? Parce que si la distance avait été qu'un infime pourcent différente de ce qu'elle est, la distance entre la Terre et le Soleil, eh bien, la température sur la Terre aurait été trop basse ou trop élevée pour que la vie puisse apparaître. Donc on voit qu'il y a énormément de constantes qui font que rien n'est laissé au hasard et que c'est comme si c'était par hasard, mais c'est pas par hasard, c'est quelque chose qui est voulu pour que la vie apparaisse. Alors voilà, alors maintenant, la théorie qui est très à la mode, c'est la théorie des multivers. On appelle pas, il n'y aurait pas un univers, mais plusieurs univers, on appelle des univers parallèles. Et que donc il y a énormément, il y aurait mais il faudrait qu'il y ait des milliards de possibilités, donc des milliards d'univers, et nous on est le seul univers où il y a exactement les bonnes constantes. Alors à ça on répond. Quoi? Alors justement, alors à ça on répond qu'au niveau expérimental, on n'a jamais vu qu'il y a des milliards d'univers en parallèle. Ça, je veux dire, on les cherche depuis des années, on les a jamais trouvés. Hein, qui est des multivers. On ne sait pas où c'est. Et donc, oui, mais on n'a jamais trouvé ce ailleurs. C'est une théorie qui n'a jamais été vérifiée expérimentalement. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on a des télescopes qui sont extrêmement puissants, qui nous permettent de voir à des milliards d'années-lumière, et on n'a jamais vu qu'il y ait des univers parallèles aux nôtres. Jamais. Et alors, effectivement, aujourd'hui, c'est la seule théorie qui pourrait explique, je veux dire, le pourquoi de toutes ces constantes qui sont extrêmement précises, que ces constantes-là existent ailleurs. Mais on n'a jamais vu ça ailleurs. On n'a jamais vu ça ailleurs. Et on a même calculé quelle est la probabilité pour que ces univers-là, ces multivers-là existent et que la vie évolue de façon spontanée, que la matière évolue de façon spontanée vers la vie. Et on a calculé que c'était de l'ordre de 10 puissance moins 300. Moins 300. C'est-à-dire que c'est une probabilité infime. Infime. Voilà. Donc ça, c'est ce que dit la physique. Maintenant, la deuxième science qui s'intéresse à la définition de la vie, vous avez remarqué que je ne vous ai pas encore donné de définition. Je vous ai donné des observations, mais je ne vous ai pas donné de définition. Maintenant, la deuxième science qui s'intéresse à la vie, c'est la chimie. Et après, on arrivera à la biologie et au corps. La chimie. Alors,
la chimie nous fait deux observations très intéressantes. La première observation, c'est la naissance du carbone. Vous savez que l'atome fondamental pour créer la vie, c'est le carbone. Pourquoi ? Parce que seul le carbone a des chaînes suffisamment... peut former des chaînes d'acides aminés complexes et longues. Le carbone, c'est le seul. Donc le carbone, c'est le fondement même de la vie. Or, pour former le carbone, il faut qu'il y ait conjonction de deux atomes qui s'appellent l'hélium et le béryl radioactif. Mais le béryl radioactif a une demi-vie de l'ordre de 10 puissance moins 16 secondes. C'est-à-dire c'est un temps ridiculement petit. Et pour que le carbone apparaisse, il faut qu'il y ait juxtaposition et conjonction entre ces deux atomes-là. Donc vous voyez que c'est une probabilité extrêmement faible pour que puisque le temps, la demi-vie de ces atomes-là sont de l'ordre de 10 puissance moins 16 secondes. Donc pareil, pour que la vie apparaisse, c'est une probabilité extrêmement faible pour que ces deux atomes-là se rencontrent, mais néanmoins, ces deux atomes-là se sont rencontrés, malgré une demi-vie extrêmement courte, de 10 puissance moins 16 secondes. Voilà. Maintenant, bon, je ne vais pas vous parler d'une autre théorie qui s'appelle les structures dissipatives de Prigogine, qui fait qu'on peut avoir l'apparition de la vie sur des structures qui sont extrêmement loin de l'équilibre. Hein, c'est ce qu'on appelle les structures dissipatives, les structures qui se dissipent et qui néanmoins forment une base extrêmement solide pour que la vie apparaisse. Maintenant, ça c'était la deuxième, donc le deuxième support scientifique de la vie, donc la chimie. Donc on voit de nouveau ici qu'il y a une probabilité extrêmement faible pour que la vie apparaisse, mais néanmoins elle apparaît. Hein, le carbone apparaît alors que la probabilité est extrêmement faible. Alors maintenant, la troisième science, hein, c'est la biologie. Alors vous savez que le terme même de biologie a été inventé par qui ? Par Lamarck. À la fin du XVIIIe siècle. Lamarck qui était un grand naturaliste, puisqu'il a réussi à classifier plus de 80% des animaux invertébrés. Mais Lamarck, donc, il est resté célèbre pour ce qu'on appelle l'hérédité des caractères acquis. Hein, et les biologistes aujourd'hui n'y croient quasiment pas, sauf qu'il y a quand même quelques études récentes chez les souris qui ont montré qu'on pouvait acquérir des caractères, donc on pouvait avoir l'hérédité de caractères acquis, que c'était possible. Et face à lui, il y avait un certain Bichat, Xavier Bichat, qui était un médecin français aussi de la fin du XVIIIe siècle, et qui lui était un vitaliste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on considérait qu'au-delà des caractéristiques physico-chimiques, eh ben, il y avait quelque chose au-delà donc, de cette base physico-chimique qui n'était pas explicable par la nature, mais qui pouvait donner la vie. Et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, entre les vitalistes, hein, et les biologistes, effectivement, il y a une opposition. Aujourd'hui, c'est essentiellement les philosophes qui parlent de vitalisme, hein, et on va l'entendre, je veux dire, avec Claude qui va nous parler donc de Bergson. Et aujourd'hui, les biologistes ne veulent pas entendre parler de vitalisme, hein, mais on va voir qu'il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de la science et qui peut être de l'ordre aussi du vitalisme. On va en parler quand on va parler un petit peu après des sciences cognitives. En tout cas, quand on parle de la biologie, on voit qu'il y a plusieurs définitions qui ont été tentées ces 30-40 dernières années. Une première définition, c'est une définition qui a été donnée par la NASA, d'accord, qui définit un système vivant comme tout système délimité sur le plan spatial par une membrane semi-perméable de sa propre fabrication et capable de s'auto-entretenir ainsi que de se reproduire. Alors, qu'est-ce que nous dit la NASA ? C'est qu'un système vivant, c'est un système qui a une membrane, donc un système cellulaire, dont la cellule provient de sa propre fabrication, donc ça vient éliminer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, où ce sont des membranes et des cellules qui sont fabriquées de façon artificielle, et capable de se reproduire. Hein, la notion de reproduction est quelque chose qui est très important, puisqu'on voit en fin de compte que tous les systèmes biologiques,
eh bien, leur caractéristique fondamentale, c'est de chercher à se reproduire, à se maintenir et se reproduire. C'est quelque chose qui est fondamental chez tous les systèmes vivants. Et c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Je veux dire, si on n'avait pas cette tendance fondamentale à se reproduire, eh bien, il y aurait plus d'êtres humains. Hein, donc ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est que la vie s'articule autour de la notion d'homéostasie, c'est-à-dire d'équilibre intérieur. Le premier à avoir parlé d'homéostasie, c'était Claude Bernard, hein, et qui disait qu'en fin de compte, un système vivant doit arriver à son équilibre interne. Sinon, il ne peut pas continuer à vivre. Mais en même temps, Claude Bernard disait qu'il ne peut pas y avoir de définition de la vie. Pourquoi ? Il disait « La biologie est une science expérimentale et ne peut pas donner une définition de la vie car cette notion est trop large. » J'ai cité Claude Bernard. Donc, la vie étant un phénomène trop complexe, elle ne peut pas être définie par une science qui se veut science expérimentale. Il y a opposition fondamentale. Pourquoi ? Parce que la science, par définition, est là pour faire quoi ? Pour disséquer. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes scientifique ? Vous avez un phénomène et vous voyez quelles sont les composantes qui sont responsables d'un phénomène donné. Donc vous disséquez ce phénomène-là et vous essayez de trouver la molécule responsable, là où les molécules responsables du phénomène que vous essayez d'étudier. Donc Claude Bernard disait il n'y a pas de définition possible de la vie. Alors est-ce qu'on va en rester là ? Pas forcément, hein, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs définitions comme celle de la NASA, comme aussi la notion d'homéostasie. Et il y a une formule que j'aime bien qui dit que la vie, c'est quoi ? C'est la chimie qui a pris son temps. Je voudrais une belle définition, c'est relativement simple. La vie, ça commence effectivement à partir de quelques molécules. On ne sait pas très bien lesquelles, probablement, comme je l'ai dit, le carbone, hein, qui est un élément fondamental, mais il y a d'autres molécules. Et puis, donc, ce carbone-là, eh bien, il va se modifier, comment, on ne sait pas très bien, pour donner des macromolécules, comme l'ADN et l'ARN, qui vont être la base de l'hérédité et donc la base de la reproduction. Donc, c'est une formule qui est volontairement vague, mais à mon avis qui touche pas à 100%, mais qui arrive à nous définir de façon partielle la vie, la chimie qui a pris son temps. Maintenant, pourquoi effectivement c'est tellement difficile de définir la vie ? Parce que lorsque vous voyez les différentes strates des sciences de la vie, eh bien, vous avez au moins six strates. Première strate, ce sont les mathématiques, puisqu'on a vu qu'il y a des constantes cosmologiques qui vont permettre l'apparition de la vie. La deuxième strate, c'est la strate donc, physique. À partir donc, de ces constantes cosmologiques, il va y avoir un cadre de l'univers, un cadre physique, donc les atomes, etc. Donc les atomes qui vont être donc, le substrat physique de la vie. Troisième niveau, le niveau chimique. Hein. Vous avez donc de ces atomes et de ces atomes qui vont donc s'organiser entre eux pour former des molécules et après des macromolécules. Donc, et ainsi, le quatrième strate, c'est la strate de la biologie. Vous avez à partir de ces macromolécules des cellules qui vont s'organiser. Et la cellule, c'est évidemment la base de la vie avec le noyau de la cellule qui contient l'ADN et l'ARN qui vont former la base de l'hérédité. Mais on ne s'arrête pas là. La cinquième strate, donc ça va être les sciences cognitives qui vont essayer d'étudier l'émergence de la conscience. On va en parler tout de suite. Et la sixième strate, c'est quoi ? C'est la psychosociologie qui va essayer de comprendre le fonctionnement des groupes d'individus entre eux. Donc vous voyez que vous avez ici 6 strates de sciences de la vie et qu'à partir de là, donc, essayer de définir la vie en essayant de comprendre tout cela, c'est extrêmement difficile. Est-ce que j'ai encore quelques instants ? Ou ça se rapproche je voudrais juste parler de... je voulais parler encore de 3 notions qui sont importantes à propos justement de l'émergence de la conscience. Je voulais parler donc de ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, near death experience. Est-ce que vous avez entendu parler de cela ?
Donc c'est des gens qui sont arrivés en état de mort clinique à l'hôpital et qu'on a réussi à réanimer au bout de 3, 4, 5 minutes. Donc le cerveau a réussi à reprendre et les patients donc s'en sont sortis et sont sortis de leur coma. Mais pendant les 3, 4, 5 minutes où ils étaient en état de mort clinique, eh bien, ces patients-là racontent tous quelque chose et c'est quelque chose qui est commun à tous. Aujourd'hui, on pense qu'il y a à peu près 10 millions de personnes dans le monde qui ont eu cette expérience-là d'expérience de mort imminente, de mort clinique. Et ils racontent tous la même chose. Ils racontent qu'ils se sont vus sortir de leur corps, hein, et donc ils étaient collés au plafond. Ils sont sortis donc de la pièce par le plafond et ils ont traversé un long couloir. Et au bout de ce couloir, donc il y avait une grande lumière blanche et un grand espace dans lequel ils ont rencontré des gens qui étaient décédés depuis longtemps. Et après, il y a une voix qui leur a dit, qui semblait les juger, qui leur a dit, eh bien maintenant, non, vous avez encore un rôle à jouer sur Terre, redescendez sur Terre. Et tout le monde, donc, que ce soit dans tous les confins de la Terre, toutes les cultures, toutes les ethnies, toutes les religions, ou les croyants ou les non-croyants, racontent tous ce même phénomène. Donc on en vient finalement à se demander si ces expériences-là ne seraient pas la preuve de l'existence donc d'une entité non matérielle que les religieux appellent l'âme et qui serait donc une conscience séparée du corps et qui aurait donc sa vie propre après la mort. Donc tout ça pour dire que effectivement depuis l'atome de carbone jusqu'à la conscience, eh bien, il y a quelque chose qui semble être programmé et être voulu. Hein, et tout cela évolue comment ? Dans le temps. Hein. Bon, je voulais vous parler des différentes approches du temps dans les différentes cultures, mais je crois qu'on n'a pas tellement le temps. Donc maintenant, je vais essayer, pour terminer, de vous proposer une définition de la vie et de voir effectivement comment ça va s'articuler avec les différentes strates de Roar et de Neshama. Alors, et vivant, tout système en mouvement, capable d'échanger de l'information, de la matière et de l'énergie en vue de se reproduire. Et ça, tout simplement, c'est à partir de quoi ? À partir de l'opposition avec la mort. Je veux dire, quelle est la différence entre un corps vivant et un corps mort ? C'est que ce dernier a cessé de bouger, aussi bien au niveau macroscopique qu'au niveau microscopique, cellulaire et intracellulaire. Il ne peut donc plus évoluer dans le temps pour se reproduire. Donc ici, on a dans cette définition-là la notion de mouvement, la notion d'échange et la notion de reproduction. Et je crois qu'à partir de ces trois dimensions-là, on peut voir qu'effectivement, c'est le fondement de la vie et qu'à partir de là, vont s'articuler des niveaux plus élevés de vie qui vont mettre en jeu les aspects cognitifs, affectifs et spirituels dont Laurence et Claude vont nous parler ce soir.